Et bonjour à tous, nouvel épisode aujourd'hui avec une nouvelle séquence ici pour ce Talk Vidéo The Media Leader à Cannes pour ces Cannes Lions 2026. On est depuis la French Connection au M Gallery, donc au M Gallery Croisière Beach. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Adrien Masson, directeur général d'Amazon Ads en France. Bonjour Adrien. En France, on le voit avec le petit drapeau, hein, merci pour le décor. Tout à fait, voilà, Et la merci France pour l'accueil. Creative Country of the Year cette année. Merci d'être avec nous. Cette année, évidemment, Amazon très présent sur ces Cannes Lions avec le Amazon Port. Des annonces aussi, parce que c'est une habitude que vous avez faite d'annoncer des choses. Évidemment, l'intelligence artificielle est partout, mais cette année, j'ai remarqué qu'on va un peu plus loin dans l'intelligence artificielle puisqu'on parle de l'agentique, c'est-à-dire ces agents IA qui permettent aujourd'hui à tous les protocoles de se parler entre eux. Alors vous avez fait des annonces assez intéressantes, on va en parler dans un instant. D'abord, cette année pour Amazon Ads avec l'intelligence artificielle, d'abord, comment l'entreprise Amazon aujourd'hui avance avec les opportunités d'intelligence artificielle? Alors oui, tu le mentionnes, il y a un déplacement de IA vers agentique. Et ce déplacement, il est intéressant parce qu'il vient valider la stratégie que l'on a toujours déployée chez Amazon Ads. Si je dois résumer ce que doit faire l'Ads agentique, elle doit unifier et elle doit simplifier. Donc, sans parler d'agents, sur la simplification, l'unification, la stratégie d'Amazon Ads, c'est déjà quelque chose qu'on a déployé. 3 exemples. Le premier exemple, c'est l'unification de toute la partie supply, de toute la partie inventaire. Donc aujourd'hui, quand tu mets en place des campagnes avec Amazon Ads, tu peux les mettre en place sur des inventaires Amazon, donc le store Amazon, Prime Video et Twitch. Et tu peux aussi les mettre en place sur des inventaires qui sont en dehors d'Amazon avec des éditeurs tiers. Et je pense évidemment, on est en France encore une fois, TF1, M6, France Télévisions, Canal+, et puis avec Netflix, avec Spotify, avec Deezer, pour rappeler encore une fois la France, pour vraiment unifier l'ensemble des points de contact qui sont utiles pour les marques. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est unifier également les signaux. Donc on a la chance de s'appeler Amazon, on a beaucoup d'insights et de signaux sur la consommation, que ce soit des consommations de produits ou des intentions de sur le consommation. e-commerce, vous avez quand même un site internet un peu fréquenté. Tout à fait. Au même titre que des consommations sur la partie streaming, donc la partie vidéo. Mais au-delà, encore une fois, des signaux Amazon, il y a beaucoup de signaux qui ont de la valeur, du côté des marques, du côté de partenaires tiers, du côté des éditeurs. Et encore une fois, on veut unifier l'ensemble de ces signaux. Et le troisième layer, c'est un layer technologique. On a annoncé il y a maintenant quelques mois l'arrivée des Campaign Manager, qui est l'unification de la console Sponsored Ads et de Amazon DSP pour encore une fois unifier toute la partie sponsored et la partie programmatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un acheteur qui veut sponsoriser un produit sur le e-commerce d'Amazon, il aura la même plateforme si derrière il veut lancer une campagne sur Prime Video, sur TF1+, sur M6+, sur tous les éditeurs à côté, c'est ça? C'est très bien résumé. Voilà. C'est exactement ça. Et donc pour revenir à ta question, c'était une longue introduction, mais pour revenir à ta question, l'agentique permet de simplifier tout ça. Okay, parce qu'une fois qu'on a dit qu'on défragmentait et qu'on unifiait, il faut quand même mettre en place ces campagnes. Et on sait qu'il y a beaucoup de tâches opérationnelles aujourd'hui pour effectuer ces campagnes de A à Z. L'agentique va venir simplifier tous les workflows, la mise en place des campagnes, le planning, l'activation et la mesure. Alors il y a des choses annoncées sur Amazon Ads. Peut-être revenir sur les annonces qu'il y avait eu cette année. C'est Amazon Publisher Cloud que vous avez annoncé avec TF1 et M6. Tu peux nous réexpliquer ce que c'est? Est-ce que c'est Honor? Alors, je crois, et tu vas me corriger si c'est erroné ce que je dis, c'est en fait la possibilité de pouvoir croiser, quand on lance une campagne, toute la donnée Amazon, notamment provenant du e-commerce, c'est ça? Et toute la data que vous avez, c'est ça? C'est de la data collaboration entre Amazon Ads et les éditeurs, en l'occurrence TF1 et M6. Et bientôt d'autres, tu me disais. Et bientôt d'autres. Et donc tout l'enjeu, encore une fois, c'est d'unifier et de tirer profit de la connaissance client qui est amenée par Amazon Ads et de pouvoir requalifier les audiences des éditeurs tiers sous le prisme de cette connaissance client. Donc, par exemple, est-ce que dans un programme phare de TF1 ou de M6, on va retrouver beaucoup d'acheteurs ou d'intentionnistes sur des drapeaux français, par exemple. Et donc, repackager cette information sous forme de deals qui sont ensuite directement poussés dans Amazon DSP. Donc là, on voit encore une fois la simplification, parce qu'avant, on pouvait le faire, mais c'était compliqué. Aujourd'hui, on peut le faire de façon très simple.
Et ça y est, il y a des campagnes qui sont en air. Il y a des campagnes use cases, il y a des campagnes qui sont effectivement déjà live. On a lancé en fin d'année dernière avec des apprentissages qui sont intéressants en termes de reach on target, en termes d'audience incrémentale, qui sont vraiment les deux éléments qu'on va regarder le plus. Ces 2 dernières années ont été assez folles pour le DSP d'Amazon. Vous avez explosé, je crois que vous l'aviez vraiment boosté il y a 2 ou 3 ans ici à Cannes, on s'en souvient, avec l'intégration de nouveaux inventaires. Aujourd'hui, comment il va évoluer? C'est vraiment les agents IA dedans. Je crois que vous avez annoncé des choses aujourd'hui d'ailleurs, ou hier, sur encore plus d'IA dans ce DSP. Tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça change réellement pour l'acheteur? Parce que l'idée, c'est, j'imagine, de gagner en productivité encore et toujours. Alors, je ne dirais pas encore plus d'IA, parce que si on dit ça, on parle de technologie, ouais. Je dirais encore moins de friction opérationnelle. Et encore une fois, c'est tout l'enjeu de l'agentique, c'est de permettre la mise en place de campagnes efficaces le plus simplement possible. Et donc, l'on fait, c'est l'année dernière, on a annoncé dans Amazon Marketing Cloud, qui est notre data clean room, le lancement de Ads Agents, qui est un agent qui permet d'interagir avec la clean room en langage naturel et lui demander, par exemple, construis-moi la mesure de telle campagne sur tel KPI, de façon donc, encore une fois naturelle et très simple. Et AMC, donc Amazon Marketing Cloud, va construire directement et automatiquement cette en langage naturel comme ChatGPT ou en langage naturel, exactement. Et est-ce que votre cible, c'est effectivement les acheteurs médias en agence média, ou est-ce cette longue tail, on voit bien que beaucoup s'y intéressent aujourd'hui, c'est-à-dire que la petite entreprise PME, est-ce qu'elle peut lancer sa campagne aussi facilement? Parce que évidemment, on n'est pas tous des experts. Tout à fait. Eh bien, il y a les 2 niveaux. Ouais. Il y a un niveau qui est effectivement pour adresser l'ensemble des annonceurs, dont les marques qui sont aujourd'hui plus petites, plus confidentielles sur la publicité. Qui n'ont pas forcément d'agence média. Qui n'ont pas forcément d'agence média et qui n'ont pas forcément la ressource pour opérer des campagnes complexes. Donc il y a une notion de démocratisation de l'accès à ces outils. Et l'autre partie, qui est une partie experte, qui est de pouvoir lancer des campagnes qui sont beaucoup plus poussées, beaucoup plus complexes, mais en effaçant une partie de la friction opérationnelle, encore une fois. Donc il y a vraiment ces 2 mondes. Il y a un monde où l'automatisation va être très importante, il y a un monde expert où l'automatisation est importante, mais le degré de contrôle aussi est important. Et donc ça, c'est l'un des facteurs qui est très important dans le lancement de l'IA et l'agentique, c'est que on a certes de l'automatisation, mais on offre aussi beaucoup de contrôle et beaucoup de learning, parce qu'il y a autant de valeur dans le résultat de la fin de campagne que dans la façon de procéder pour y arriver. L'idée, c'est de ne pas planter des campagnes en dépensant de l'argent qui partent par la fenêtre. L'idée, c'est surtout de comprendre comment on produit de la performance et que cette compréhension puisse être réutilisée par les marques et les agences. Je rebondis sur Ads Agents. Donc, on a lancé en fin d'année dernière sur AMC. Et donc, on annonce le lancement de Ads Agents également dans Amazon DSP. Et donc là, si je reprends l'exemple de l'interaction en langage naturel, ça peut être aussi simple que lance-moi une campagne programmatique sur les inventaires Amazon et les inventaires tiers en streaming sur la France avec tel et tel paramètre, et j'ai besoin de cette mesure à la fin. Et Ads Agent va construire tout le workflow de la campagne de façon automatisée. Aussi bien sur Amazon.fr en retail média, aussi bien sur TF1+, M6+, et puis le site du Monde par exemple. Sur l'ensemble des inventaires, effectivement. Et puis alors il y a Alexa aussi qui revient. On est nombreux à en avoir à la maison là-dessus. Elle était un peu bête jusqu'à maintenant. Maintenant il y a Alexa Plus qui intègre effectivement quelque chose de plus naturel. Alors moi je suis impatient de l'avoir parce que je me suis inscrit sur la waiting list, mais je ne l'ai toujours pas à la maison, le Alexa Plus. Et là, c'est ça qui nous intéresse, c'est que vous annoncez la monétisation, alors je crois d'abord aux États-Unis, la possibilité de pouvoir sponsoriser directement. On voit bien que toutes les grandes boîtes d'IA, les OpenAI notamment, n'ont pas encore trouvé la martingale pour bien monétiser l'IA. Vous annoncez des choses. Qu'est-ce que ça change en fait? Parce que Alexa, maintenant, c'est des millions de personnes qui ont déjà l'appareil chez eux. Alors, avant de répondre à tes questions, un petit step back sur l'agentique au niveau du commerce, au niveau du store Amazon. C'est important dans la logique que l'on développe. Donc en 2025, on a plus de 300 millions de clients qui ont interagi avec nos solutions agentiques. Donc là, je parle de commerce, je ne parle pas de publicité. On se rend compte déjà de l'échelle d'utilisation de l'agentique dans le commerce. C'est Rufus, c'est ça notamment, le chatbot par exemple, voilà, qu'il y a sur le site exactement, qu'on fait évoluer, mais la première brique était effectivement Rufus, et puis on va parler ensuite d'Alexa Plus.
sur ces 300 millions de personnes qui ont interagi avec les agents IA, on se rend compte de deux choses. La première, c'est qu'il y a une accélération dans l'utilisation. Donc on a fait x3 en un an sur le nombre de personnes qui interagissent avec ces IA agentiques. Là, vous parlez du grand public. Là, je parle du grand public. Je parle bien de la partie store. Et on se rend compte aussi que les personnes qui sont dans une démarche de recherche et d'achat et qui utilisent ces IA agentiques convertissent 3 fois plus. D'accord ? Donc on se rend compte en fait du pouvoir de l'agentique qui est, et c'est là où je vais en venir avec Alexa+, vraiment d'enlever la friction entre la découverte et l'action. Donc la découverte et C'est-à-dire que l'achat. la barre de recherche aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus discuter avec le chatbot pour parler de son besoin. On ne sait pas trop ce qu'on cherche, mais en tout cas, on nous aide à le trouver. Exactement. En fait, les consommateurs, ils font déjà ça de façon organique, mais ils le font encore une fois de façon fragmentée. Donc, si tu visualises une recherche ou sur Gemini, par exemple, ils peuvent le faire sur plein de services différents. Ils peuvent avoir plein d'onglets sur leur téléphone ouvert pour faire des comparaisons. Ce que ça amène, c'est l'unification, la simplification sur des recherches qui sont des recherches complexes. Et donc c'est encore une fois en langage naturel, c'est fait de manière extrêmement synthétique et c'est fait de manière pour créer un dialogue avec le consommateur, avec les consommateurs. Et donc Alexa+ ne fait que renforcer cette interaction en langage naturel, la création d'une discussion pour arriver le plus vite possible et le plus efficacement possible de la phase de découverte jusqu'à la phase d'achat, le tout sans friction. Donc c'est-à-dire que je vais expliquer à mon Alexa, à Alexa+, ce que je cherche. J'ai envie, je ne sais pas, de petits drapeaux, mais je veux des drapeaux qui soient plutôt mat, d'autres qui soient colorés, peut-être de différentes choses. Et là, il va me proposer des choses de façon intelligente. Exactement. Ça peut être, voilà, j'organise un événement, j'ai besoin de drapeaux français. Quelle va être la taille des drapeaux? J'ai besoin qu'ils soient de quelle taille? Est-ce qu'il y a du soleil ou non pour savoir s'il faut un type de drapeau différent? Et tout ça va créer une conversation qui va amener vocale. Et une conversation qui est évidemment vocale via Alexa+. L'annonce que l'on fait aujourd'hui, c'est la possibilité pour les marques d'entrer dans cette conversation. Et donc c'est ce qu'on appelle Alexa+ Agentic Ads. Et c'est vraiment la faculté pour les marques d'entrer dans ce dialogue et finalement de réussir, comme ce qu'on faisait sur la partie sponsored classique, à créer cette possibilité d'interaction très fine avec les consommateurs dans un environnement qui est déjà un environnement de découverte. Et comment ça va se présenter? C'est-à-dire qu'on va être coupé et on va nous dire achetez tel produit. Parce que le plus difficile, c'est l'intégration de la publicité. Exactement. Alors l'idée justement, c'est pas couper l'intégration. L'idée, c'est d'être présente au sein d'un dialogue qui est déjà initié. Et comme toute la partie sponsored, évidemment, il y aura des filtres qui vont permettre aux marques d'être dans des conversations, mais qui vont apporter quelque chose en fait au consommateur. L'idée, c'est toujours que le consommateur trouve un bénéfice. L'idée, c'est pas de tomber dans Black Mirror où on a une pub qui arrive comme ça. Ça va être naturel et ce sera pertinent. Ce sera naturel. Et ce sera pertinent. C'est toute la promesse. Si c'est pas naturel et si c'est pas pertinent, en fait, l'adoption sera pas bonne. Donc c'est pas du tout ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, encore une fois, on part toujours du consommateur, c'est aider le consommateur à avoir une recherche et une découverte qui soit la plus efficace possible, que ce soit sur Amazon ou en dehors. Parce que ça peut être une recherche d'un produit qui est disponible sur Amazon, mais ça peut être tout à fait un service qui est en dehors du store Amazon, comme un restaurant par exemple, ou comme le fait de réserver un billet pour un concert par exemple. C'est ça qui va être très nouveau, parce que sur le site d'Amazon, on sait bien que derrière les 3-4, voire plus liens, c'est souvent sponsorisé quand on fait une recherche. Là, l'idée, c'est que vous alliez un peu plus loin, vous allez un peu sur les terres de Google, où derrière, vous allez proposer d'autres choses, et notamment du service, que ce soit des vols, des restaurants, des choses comme ça. Exactement. Alors, on va surtout sur les terres des consommateurs. Les consommateurs, eux, ils ont besoin d'avoir des recherches sur Amazon et en dehors. Et donc, il faut qu'on soit pertinent sur Amazon et en dehors. Donc ça, pour la France, pas encore, mais déjà les US. Lancé aux États-Unis, more to come pour la France. Très bien. Merci beaucoup, Adrien. Et très bon Cannes, et merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et une nouvelle invitée ici au bord de la piscine au M Gallery à la French Connection pour ces Cannes Lions 2026, le talk vidéo The Media Leader Cannes. J'ai le plaisir de recevoir Élodie Breteau-Fontaine, directrice générale de Reworld Media Connect. Bonjour. Élodie. Bonjour François. Bienvenue, la régie publicitaire de Reworld Media. On a vu d'ailleurs il y a quelques jours que le groupe Reworld Media s'était renommé en Unify Group,
une marque que vous aviez en portefeuille, puisque vous aviez acquis notamment les titres qui étaient chez TF1 avant, et vous avez renommé ça Unify. Tu peux nous expliquer pourquoi? Parce qu'en fait, depuis quelques temps, comme tu l'as pu voir, on fait pas mal d'acquisitions. Et là, on est allé sur des nouveaux métiers qui viennent vraiment être assez complémentaires avec le métier de média, donc historique de Reworld Media, le métier d'AdTech avec l'affiliation avec Trade Doubler. Là, on va avoir 2 nouveaux piliers dans le groupe. L'éducation avec EdLearn, puisqu'on a racheté une dizaine d'écoles business school et formation continue. Et on va avoir une autre filiale aussi qui va s'appeler Eventflow, où on va avoir des activités événementielles qui vont venir rejoindre le portefeuille. C'est ça l'avenir aussi des groupes de presse qui se diversifient aujourd'hui, qui doivent, effectivement... En fait, on informe, on forme, on a de la techno qui vient soutenir tous nos projets et on fait de la rencontre dans la vraie vie en fait avec l'événementiel. Voilà. Donc, et le chapeau de tout ça est Unify parce qu'on est bien au-delà de juste un groupe média. Alors, effectivement, le poids du corps sur les activités médias dont tu diriges la régie publicitaire, c'est le GEO, c'est la version SEO de l'intelligence artificielle. On en a parlé là depuis un an, c'est un peu la folie. Vous avez été assez pionnier avec d'autres groupes comme Prisma, je crois, à lancer vos offres. D'ailleurs, tu avais appelé de tes voeux le fait que beaucoup lancent leurs offres puisque ça permet d'évangéliser le marché. D'abord, ces offres GEO, est-ce qu'elles fonctionnent? Est-ce que les annonceurs, parce que la difficulté qu'on a quand on est une régie publicitaire, c'est qu'on lance une offre comme celle-là un peu innovante. Et après, il faut que les annonceurs ils soient évangélisés et surtout les agences. Ça rentre dans quoi le GEO dans les agences médias? Grande question. Nous, on a quasiment un an de recul maintenant. Ouais. On a lancé en effet notre offre très tôt. Nous, on arrive avec une solution assez end-to-end, donc en fait où nos partenaires, agences ou annonceurs peuvent aller piocher finalement dans toute la chaîne de valeur qu'on offre. Donc en effet, on a eu une énorme période où on a éduqué un petit peu, éduqué. En tout cas, on a informé de ce qu'on on avait constaté chez nous, on a évangélisé exactement. Je dirais que cette période, elle a duré de septembre à janvier, février. Okay. Et donc là, on a eu énormément de recommandations qu'on a fait en fait pour des clients. Ça a mis un peu de temps à transformer. Et là, depuis février, et de semaine après semaine, ça s'accélère. C'est un business qui peut devenir significatif. On voit que les modèles économiques sont mis à rude épreuve dans vos titres. Vous devez vous transformer beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut devenir le GEO un centre de profit intéressant dans vos modèles économiques? Chez nous, ça l'est déjà clairement. Ouais. Nous, le challenge, il est aussi sur l'environnement open web. On sait qui peut être un petit peu challengé depuis 1 ou 2 ans. C'est compliqué. Donc pour nous, c'est un véritable relais de croissance et d'autant plus avec nos médias qui font autorité en fait, parce qu'on a nos 12 thématiques éditoriales. Évidemment, en fait, dans la santé, Doctissimo est une source pour les LLM. Et c'est la même chose dans l'automobile, et c'est la même chose dans la tech, et c'est la même chose dans la beauté, et c'est la même chose sur le food. Donc en fait, on a cette chance-là d'avoir cette diversité de portefeuille qui fait qu'on arrive à être présent dans énormément de réponses tous les jours. On a 12 millions de crawls de nos contenus par les LLM. Alors, on n'a pas de comparaison. Ce qu'on sait, c'est que 12 millions, c'est quand même significatif. Voilà. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça fonctionne. Les campagnes qu'on fait avec des marques, en fait, après, on travaille un prestat externe qui s'appelle Meteoria, justement pour avoir un partenaire tiers, c'est-à-dire qui nous dit avant le début de la campagne sur certains prompts. Alors, c'est vraiment, il définit sur un certain nombre de prompts, comment la marque elle est placée. Ensuite, on crée des contenus divers et variés, puisqu'on a un catalogue avec 15 types de contenus différents. Et ensuite, on regarde après et on monitore. Alors, quand je dis après, ça marche bien, ça? Oui. Est-ce qu'on a des bons résultats? Parce qu'on sait que derrière le SEO avec Google, il y a eu cette black box pendant longtemps, c'est-à-dire les algorithmes changent. Et derrière, les résultats, ils peuvent être parfois difficilement prévisibles. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à maîtriser les LLM? D'ailleurs, c'est assez fragmenté. Il y a Gemini, ChatGPT, Claude, Mistral. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des résultats intéressants pour les marques? Alors, nous, on a des résultats. Après, on ne va pas oser dire qu'on maîtrise les algorithmes. Parce que tout est extrêmement changeant. Tu vois, les différents modèles, déjà, en fonction de ton niveau d'abonnement, tu n'as pas les mêmes modèles. On voit qu'il y a des modèles qui ont été fermés à l'extérieur des États-Unis. Bon, donc, on ne va pas dire qu'on les maîtrise, mais en tout cas, on arrive à monitorer des évolutions de citation de marque, de ranking. Donc, c'est pareil, c'est des nouveaux KPI qui sont en train de se créer. Mais en tout cas, voilà, nous, on a désormais un retour d'expérience extrêmement positif. On voit que nos contenus, en fait, on a une équation aujourd'hui qui nous semble être la bonne équation, c'est-à-dire qu'il faut des sources qui fassent autorité,
Donc c'est ce qu'on a avec nos médias. Il faut une diversité de types de contenus, c'est ce qu'on propose aujourd'hui, c'est-à-dire un article, mais aussi une fiche produit, mais aussi un FAQ, voilà. Donc la diversité des formats. Ensuite, un volume significatif et une multiplicité de sources. Donc en fait, ce combo, ça veut dire quoi? Ça veut dire des médias qui sont autoritaires, on les a, on va se dire Doctissimo, Marmiton au féminin, des types de contenus différents, multiplicité, c'est-à-dire un volume de contenu significatif. Donc nous, c'est souvent c'est la profondeur 30, aussi. 40, 50 contenus, hein. On se parle de ça, mais sur des délais courts. Et de diffuser sur plusieurs médias. Donc en fait, c'est vrai que quand les marques viennent travailler avec nous, en fait, on leur fait souvent des campagnes qui sont sur 3, 4, 5, 6, 7 médias en fait. Voilà. Et donc ce combo-là, cette équation à 4 données c'est banger comme on dit. C'est plutôt banger comme on dit. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment nous, c'est ce qu'on voit qui fonctionne. Voilà. Alors, donc, tu voulais nous annoncer une nouvelle offre d'ailleurs pour du JO. Tout à fait. Voilà, on en profite. On est à Cannes. Il y a toujours des petites annonces. Donc, fort de notre recul maintenant et d'un autre levier qui est très important chez nous, qui est tout ce qui est brand content social, créateur, influence. En fait, après avoir discuté avec pas mal d'agences d'influence qui s'intéressent aussi aux JO, mais comme aujourd'hui, on va dire les réseaux sociaux sont peu crawlés par rapport à l'open web, en fait, on a monté une offre là qui va s'appeler JO Créateur. Et en fait, l'idée, c'est de briefer un créateur qui fasse un contenu orienté JO, donc type un FAQ par exemple. Et donc nous, ensuite, on va proposer de le réécrire, le transcrire sur de l'open web, sur la ligne édito du créateur et de le multidiffuser sur nos contenus en parce open que web. les LLM, on le rappelle, ils ne lisent que du texte, hein, ils ne vont pas lire les vidéos, ils ne vont pas lire TikTok, ils ne vont pas lire Instagram. Et ça, c'est une limite. Donc ça veut dire que derrière, d'une certaine façon, c'est aussi une opportunité pour vous, parce que ça remet au centre finalement l'écrit pour faire émerger la marque. Tout à fait. C'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, les agences sociales ou influences, elles savent bien en fait que les contenus qui sont faits sur les réseaux sociaux pour des marques, en fait, ça ne va pas aller alimenter en fait les LLM. Donc c'est pour ça que nous on arrive pour leur proposer finalement de transposer des activations créateurs avec nos médias dans un langage LLM. Les Social Media Awards qu'on avait fait ensemble l'année dernière, on revient avec une nouvelle édition. Dépôt des candidatures à partir du 1er juillet. La remise de prix, ce sera le 24 novembre. Donc tout l'été, pour toutes les agences, médias, agences d'influence, les marques, tous ceux qui font des campagnes pourront déposer des dossiers et on remettra des prix pour ces deuxièmes Social Media Awards. C'est ouvert à tous, hein, même aux autres éditeurs, hein, on le rappelle. Tout à fait. Là-dessus, et on a voulu ensemble mettre en place de nouvelles catégories comme celle de l'influence. En quoi l'influence aujourd'hui, c'est vraiment un sujet aussi chez vous et peut-être sur tout l'écosystème qui est vraiment assez central, notamment pour les groupes de publishing. En fait, l'influence, elle a été renommée influence par on va dire la creator economy, mais finalement, historiquement, les médias sont les premiers influenceurs. Et on voit aujourd'hui qu'on est dans un moment de convergence où des créateurs, en fait, créent des médias pour justement un peu se désincarner. Et nous, les médias, on a finalement de plus en plus d'incarnants de nos médias, mais avec une ligne éditoriale un peu evergreen qui assure, on va dire, une continuité dans ce qu'on apporte. Donc en fait, nous, on pense qu'il y a une vraie complémentarité à avoir avec cette économie de l'influence. Parce que finalement, on apporte des choses un peu différentes. Nous, on va apporter du scale, du rationnel, on va s'engager sur des KPI, mais dans des codes quand même créateurs. On a la puissance de créateur, on a des engagements de créateurs. Donc en fait, on pense qu'un média a toute sa place dans un plan influence, et on voit en fait, il y a déjà des agences qui sont en train de faire ce move-là aussi. Voilà. Donc c'était important de pouvoir mettre ça aussi, d'avoir une catégorie aux Social Media Awards. Et puis, tu vois, là, je vois là, à Cannes, en fait, je trouve que cette année, tu as une émergence d'acteurs qui sont là, de cet univers de la créateur économique qui n'était pas là l'année dernière. Boosté par l'intelligence artificielle notamment, parce qu'aujourd'hui les opportunités, on peut créer des choses super bien avec de l'IA par exemple. Oui, tout à fait, mais même moi je suis marquée par des agences sociales influence qui ont déposé plein de dossiers au festival et qui sont là nombreux. Moi j'en ai vu beaucoup qui sont des partenaires avec qui on travaille aussi. Et je trouve que c'est un truc qui est très marqué cette année. Je pense que tu as ces sujets de IA et de créateurs influence. Ouais. Effectivement, parce que les usages sont là aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux, etc. Donc les Social Media Awards, à partir du 1er juin, on peut déposer les dossiers, enfin en tout cas ouverture des candidatures. Et puis dépôt des dossiers jusqu'à l'automne, évidemment. Merci beaucoup à toi, Élodie. Merci François, c'est toujours un plaisir de venir te voir ici. Très bonne journée, très bonne journée à toi. Et tout de suite, une nouvelle vidéo.
Et une nouvelle vidéo ici sur le bord de la piscine au M Gallery à la French Connection pour ce talk vidéo The Media Leader Cannes. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Schmitt qui dirige Webedia Brand Experience. Bonjour Philippe. Bonjour François. Merci, un habitué de Cannes. On se croise évidemment chaque année. Donc tu as pris des nouvelles fonctions depuis quelques mois avec des annonces tonitruantes, le rebranding de la régie publicitaire du groupe Webedia Éléphant, c'est comme ça qu'on vous appelle aujourd'hui. Effectivement, d'abord peut-être un premier état d'esprit là, sur tes premiers jours à Cannes. Qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce qui t'a nourri dans tes réflexions et effectivement dans tes échanges? Écoute, bonne question. De ce que je vois de Cannes cette année, c'est que la technologie, notamment l'IA évidemment et le mode qui est toujours partout, mais elle est en train de se démocratiser. Et finalement, c'est plus le sujet en fait qui va faire la différence. On revient presque au concept, à l'idée initiale. Et la technologie, en fait, en quelque part, le pinceau dans la main du créa et de celui qui va penser l'histoire. Donc ça, c'est la première chose. Donc l'idée reprime sur la techno qui est en train de se démocratiser. 2, c'est pour moi l'accélération de la disparition des différentes frontières entre les disciplines. Donc nous, on voit bien que la production, le média, l'événementiel et aussi l'influence sont en train de merger davantage pour avoir vraiment pas plus de contenu, mais des histoires qui se déclinent. C'est l'expérience en fait. C'est l'expérience qui est notre cœur de notre promesse. Ouais. Donc on voit ça vraiment partout ici. Et le troisième sujet, c'est quand même le sujet dont tout le monde parle, c'est l'influence. La Creators Industry, qui est un peu économique, qui est un peu inventée par Webedia il y a 15 ans et qui a donné vie à beaucoup de lancements en agence et beaucoup de réflexions autour de ces nouveaux écosystèmes et médias vivants. Alors depuis quelques mois, nouvelle direction chez Webedia, Christian Bonbrun qui a pris la présidence du groupe Webedia Éléphant, Ronan Dubois, toi aussi qui sont arrivés, il y a eu beaucoup de changements. Vous êtes en train de twister un peu votre modèle, on va dire, chez Webedia Éléphant. Effectivement, alors d'un côté, vous avez des médias très forts, comme jeuxvideo.com, vous avez Allociné, vous avez Pure Media, Pure People, enfin bon voilà, Pure Charts, je ne vais pas tous les redonner. À côté, vous avez aussi des influenceurs, des créateurs que vous produisez, puis vous avez un fonds de catalogue aussi, des choses que vous produisez pour la télévision notamment. Aujourd'hui, ta mission aujourd'hui, comment on met en musique tout ça, comment on orchestre tout ça dans ce monde qui a beaucoup changé en fait, où tu disais que l'influence était très présente, l'IA était très présente, et puis surtout que les usages évoluaient beaucoup. On voit bien les transferts, notamment de la télévision vers les plateformes et vers YouTube. Oui, absolument. On voit que les audiences, les consommateurs ne vivent pas dans les canaux. Et pourtant, le marché est organisé encore trop par vertical, par silo. Notre mission, c'est en fait de faire disparaître ces silos et orchestrer ce que tu viens de dire en fait dans une seule offre. Donc cette régie unifiée qui n'a jamais existé, qu'on a lancée en avril, Webedia Brand Experience, c'est la plateforme des expériences de marque de ce groupe et qui va faire disparaître ces silos. Je te fais un exemple. Donc un consommateur va découvrir l'existence d'un produit par un créateur de contenu. Ensuite, il va approfondir ses recherches via la marque média. Ensuite, il va peut-être consommer les contenus de cette marque qui raconte une histoire, une promesse, justement une expérience. Et il va peut-être même finir à vivre une expérience dans la vraie vie. Et notre enjeu de cette régie, WBX, est d'orchestrer cela dans une seule histoire intégrée. Et c'est pour ça qu'on s'est organisé avec effectivement les leads industriels qui vont faire le contact avec le partenaire. Un seul contact pour toute la régie. Et ensuite, on a en fait un grand pôle de brand stratégie delivery pour faire disparaître ces cloisons. C'est-à-dire que ça peut lancer une campagne sur un des médias et puis créer un événement, par exemple. Tu es capable aujourd'hui de faire ça? Tout à fait, absolument. On a organisé notre offre avec cette entrée qu'on appelle signature, où on fait vraiment rentrer les marques dans nos univers, nos IP, nos expériences, nos contextes, nos communautés. On a une approche full funnel, où on est vraiment sur beaucoup plus la perf, le bot funnel, le GO, le social selling, qui est un méga sujet, donc la partie influence sociale et perf. Et un troisième entrée qui est Stories, donc vraiment l'éditorialisation des récits de l'annonceur avec les capacités d'éléphant, raconter des histoires et aussi en événementiel, qui est peut-être le levier le plus en croissance en ce moment. Donc il y a un énorme retour de in real life expérience. Et je trouve ça assez chouette parce que dans le monde full écran, ce qui crée vraiment le lien, en fait, c'est ce qu'on vit là à Cannes. Le problème, c'est est-ce que le marché publicitaire il est prêt à cette révolution-là? On accuse souvent les agences d'être un peu trop silotées. Tout ça, ça rentre dans un gros truc qui s'appelle OPS, Opération Spéciale. Est-ce que les annonceurs sont assez évangélisés?
quels sont les premiers retours que tu as? Est-ce que aujourd'hui les silos sont pas encore un peu trop présents, notamment dans les agences? Alors oui, tout le monde avance avec la musique, mais ce qu'on voit là, je pense que depuis 6 mois, c'est qu'il y a des reorgs partout. Il y a des changements qui s'accélèrent. Côté annonceur, qui est quand même celui qui donne le tact. Moi, j'ai l'impression que les CMO aujourd'hui, ils ont une vision beaucoup plus large et ils ont vraiment en tête une mise en cohérence. Ce n'est pas une cumulation de points de contact, c'est une orchestration. Donc le marché n'a pas besoin encore plus de canaux, mais de le mettre en cohérence. Et donc nous, en fait, dans les rendez-vous, les plénières et les échanges qu'on a tous les jours en ce moment, on voit que c'est vraiment le chemin du futur. Vos médias aussi, hein, c'est un élément intéressant. Alors, on sait que vous avez été tous très bousculés par la baisse de l'open web, hein, du marché publicitaire. Aujourd'hui, avec des modèles économiques qui sont, je pense, extrêmement difficiles hein, pour tout le monde. Mais je crois que vous allez reformer des marques médias. Tu me disais en préparant, je crois que c'est Jeux vidéo et Allociné. C'est quoi l'idée? Qu'est-ce que vous voulez en faire de ces deux marques médias qui sont très fortes, où il y a un énorme trafic derrière? Mais derrière, il faut arriver à monétiser. Déjà, en fait, nous sommes dans une catégorie de marques médias qui est un peu différente que les autres. Je parle souvent qu'on n'est pas en fait aujourd'hui dans une bataille entre l'information et la désinformation, mais dans une bataille contre l'indifférence. Et ce qui est le problème, notamment avec les jeunes générations, ils ne s'intéressent plus. C'est pas est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai. C'est en fait ce monde hyper anxiogène, l'amalgame total entre news et fake news, qui fait que les gens ne s'intéressent plus. Le monde du scroll aussi. Le monde du scroll, et les algorithmes évidemment surpondèrent l'attention négative. Donc les émotions humaines, de la colère, du dégoût, de l'inondation, ouais. Donc c'est cette partie-là en fait qui attire, et nous en fait on mise sur l'attention positive via des univers d'entertainment, parce que Allociné, c'est l'univers des films, c'est les récits. C'est une année énorme pour le cinéma avec du Spielberg, du Nolan, Dune 3 va sortir. Jeuxvideo.com effectivement se fait aussi une refonte avec un roster pareil. Dans le monde du gaming, il y a donc le EWC qui a lieu cet été à Paris la première fois. Donc la Coupe du Monde du e-sport. Il y a GTA 6 qui va sortir cet automne. Donc ces marques-là, c'est des phares médias sur des univers d'entertainment qui sont très très importants pour les jeunes, parce qu'en fait c'est des valeurs de refuge, c'est des contextes d'attention positive, et les marques se disent aujourd'hui, moi je préfère d'être dans un environnement feel good, où je capte l'attention avec un contexte valorisant, que dans un monde hyper anxiogène, l'amalgame news, fake news, et on se bat tous contre l'indifférence. C'est quoi le modèle idéal? Parce qu'on sait que c'est des médias qui ont été énormément vécus sur le programmatique. Aujourd'hui, on voit bien que ça chute. C'est quoi votre idée justement pour arriver à les rendre rentables et monétiser, et effectivement que l'expérience soit bonne pour tout le monde, que ce soit pour la marque ou pour le lecteur? Alors Webidia n'est jamais un groupe très programmatique first. Très dépendant. Ouais, c'était vraiment plutôt un groupe de brand content, social, d'opérations vraiment sur mesure. Donc pour nous, en fait, on est beaucoup moins dépendant de la mécanique d'audience et de la crise du programmatique. On a la chance d'avoir des marques assez attirantes et de produire beaucoup en fait avec les annonceurs, d'organiser aussi encore une fois ces dispositifs intégrés. Je te prends un exemple sur Allociné, on organise des watch parties sur les grands événements de la télé comme les Césars. On va organiser des séances privées sur les sorties de films sur lesquelles peuvent se greffer des marques pour rebondir, faire une distribution de produits, filmer cela, faire du micro-trottoir dans les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est des super prétextes d'ancrage culturel en quelque sorte. Et on va accélérer cela, et avec l'IA, du coup, ces orchestrations qui sont assez complexes vont devenir de plus en plus fluides, de plus en plus faciles, pour qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel qui est l'imaginaire. Merci beaucoup Philippe, je te souhaite un très bon Cannes, et à très bientôt, et évidemment on reparlera de ces nouveautés à venir pour le groupe Webedia Éléphant. Merci François pour ce temps ensemble. Et une nouvelle vidéo ici sur le bord de la piscine au M Gallery à la French Connection, avec ce talk vidéo The Media Leader Cannes. J'ai le plaisir de recevoir Thibault Le Guillon. Bonjour Thibault. Bonjour François. Tu es Managing Director France de Tids, évidemment. Alors peut-être, Tids, ça fait toi des années que tu viens à Cannes, hein. Vous avez un bateau, vous recevez des clients, proposer du contenu. D'abord peut-être ta vision de ces Cannes Lions, des rencontres que tu as pu faire, des échanges que tu as eus. Écoute, c'est intéressant parce qu'on sent que la créa revient vraiment au centre des discussions, et que tous les outils d'IA permettant la facilité de production
à grande échelle, des créas intéressent beaucoup les annonceurs. La capacité d'optimisation avec les différents outils aussi, ça c'est comme une grande tendance. Sur la partie plus média, on voit que la CTV est au cœur évidemment de toutes les discussions avec la baisse du linéaire et c'est quelque chose qu'on retrouve partout avec des différences assez notables quand même avec les États-Unis qui sont assez en avance là-dessus. Et puis évidemment ça parle beaucoup des LLM et de Géo, donc il y a plein de boîtes sur le marché qui viennent pitcher leurs différentes offres. Voilà, une boîte comme Mekai par exemple qui a une super offre sur le sujet, donc c'est assez intéressant de voir ce genre de choses et puis ça nous inspire aussi pour les développements futurs de TIDS. Ouais, on rencontre des partenaires aussi possibles avec qui effectivement tout à fait. On peut demain peut-être dealer, lancer des nouvelles affaires. Alors vous, TIDS notamment, depuis quelques mois, notamment avec le rapprochement avec Outbrain, c'est la CTV sur lequel vous mettez le gros poids du corps et vous annoncez des choses. Oui. Je crois, alors peut-être que tu peux nous en parler. D'abord, cette CTV aujourd'hui, alors effectivement, ça fait 2-3 ans maintenant qu'on commence à beaucoup en parler. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette année 2026 autour de la CTV selon toi? Écoute, nous, avant la fusion avec Outbrain, on avait lancé la CTV sur la partie home screen. Tu vois, on est devenu le leader mondial sur le sujet en unifiant les écrans home screen, que ce soit sur avec LG. Des partenariats notamment avec LG. Voilà, LG, là on a intégré Google TV, on a Samsung dans une dizaine de pays, on a TCL, iSense sur la plateforme. Donc ça c'était la première étape. Et puis une fois qu'on a fusionné avec Outbrain, on a consolidé à la fois notre ADN assez branding TIDS et très lower funnel d'Outbrain au sein de la plateforme TIDS Ad Manager. Donc ça c'était la première étape. Et ensuite c'était comment on va réussir à bénéficier des qualités du digital et de ce qu'on peut faire en perf, en CTV, au sein de notre plateforme. Donc c'est pour ça qu'on annonce le lancement cette semaine d'une offre qui s'appelle CTV Ensemble, qui va regrouper l'ensemble de nos solutions au sein de notre plateforme. Alors effectivement, c'est une réponse, j'imagine, aux critiques régulières des clients, notamment des agences et des annonceurs sur cette fragmentation. Je sais que c'est un sujet qui est très important pour vous. Alors vous participez à la fragmentation, parce que voilà, vous avez beaucoup de concurrents. En quoi TIDS aujourd'hui peut rendre les choses peut-être un peu plus simples, justement dans cet univers très fragmenté et complexe? Bon, écoute, c'est une très bonne question, parce que c'est un peu notre mantra et notre mission. Déjà d'une part, la simplicité, c'est extrêmement important pour les agences qui sont dans des logiques opérationnelles complexes pour eux. Donc des solutions faciles à activer, simples et efficaces, c'est très important. Et donc c'est dans cette logique que sur la partie TIDS Ad Manager, on va regrouper l'ensemble de nos offres, à la fois digital et CTV, avec un socle commun où on va pouvoir proposer une data unifiée sur l'ensemble des univers, à la fois Open Web et CTV, des créas unifiés, et également tout ce qui est insight, mesure de l'attention, à la fois en digit, où on a aujourd'hui une bonne courbe d'expérience, mais qu'on lance également en in-stream et en home-screen. Donc on a annoncé un partenariat avec Lumen en exclusivité là-dessus, donc on peut directement mesurer l'attention sur la plateforme. Et puis on est en train de faire le pont sur ce qu'on fait en CTV et en web aujourd'hui, donc un peu l'ADN des deux boîtes, c'est ça qui est assez excitant. 2025, c'était l'année du mariage. 2026, c'est l'année où on crée la famille et où on se retrouve et on prend les assets des uns et des autres. Donc l'idée, c'est de se dire comment tes campagnes en CTV vont t'amener du business sur ton site web et vont t'amener du business en magasin. Et donc c'est notre tech qui va permettre de faire ça au sein de TIDS Ad Manager en unifiant à la fois ce qu'on active en digit et ce qu'on active en CTV. Et ça, c'est facile à orchestrer là-dessus, puisque c'est vrai que, alors, au-delà des deux cultures des deux boîtes, on sait que c'est compliqué. Vous aviez des offres très complémentaires, mais finalement très différentes, avec des images différentes, avec des partenaires différents. Aujourd'hui, est-ce que le chantier va se terminer en 2026 ? Écoute, le chantier, il est terminé aujourd'hui. On avait un ADN commun, c'était les publishers premium. Donc ça a été assez simple à mettre en place. Par contre, comme toute fusion de boîtes tech, tu avais plusieurs plateformes des deux côtés. Donc là, c'est l'année où on a regroupé toutes les plateformes et où on a pris l'intelligence data des solutions in-feed, la puissance des algos d'optimisation sur la perf, qu'on va appliquer sur l'ensemble de nos solutions, notamment, comme je le disais, en CTV. Et ce qui va être génial aujourd'hui, c'est que tu parlais d'atomisation et de diversification, c'est que cet écran home screen, déjà, te permet de répondre à cette problématique-là, parce que nous, on touche 12 millions de télé en France. Donc c'est une télé connectée sur deux. Donc quand tu vas allumer ton téléviseur, tu vas être exposé à ce format, où on va y apporter notre intelligence créative. Et maintenant, on va pouvoir le piloter à la performance. Donc on va regarder, est-ce que ça génère du trafic sur ton site? Est-ce que l'internaute est allé jusqu'à l'acte d'achat? Si oui, on va
surexposer ce foyer parce qu'on sait qu'ils ont une appétence là-dessus. On va le faire en home screen, on va le faire aussi en in-stream là-dessus. Et donc on va bénéficier de cette puissance et cette intelligence qu'on a sur le web et qu'on applique aujourd'hui sur nos différents écrans connectés pour répondre à cette logique full funnel en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut ce qu'on a fait sur l'open web, on veut l'appliquer en CTV, c'est ce qu'on lance cette année à Cannes. L'IA, l'intelligence artificielle, ça vous l'avez intégré depuis longtemps. Tu parlais dans la CRA, il y a les agents IA dont on parle beaucoup. C'est aussi l'autre buzzword de cette année. Comment arriver à que les différentes solutions se parlent entre elles, créer des protocoles communs. C'est quoi votre vision chez TIS? Parce que l'idée, c'est de créer des protocoles communs. Ouais, écoute, absolument. Nous, pour le coup, on n'a pas ce positionnement de DSP sur les agents. Donc, on est connecté à tous les DSP du marché. Donc, vous êtes agnostique. Agnostique et plus il y aura de simplicité, ce que je disais, d'automatisation et de facilité à activer les inventaires, plus ça nous bénéficiera parce qu'on est aussi SSP là-dessus, que ce soit sur l'open web ou sur la CTV. Mais on se l'applique évidemment sur notre plateforme Tids Ad Manager, puisqu'aujourd'hui on va lancer une série d'agents qui va te permettre d'automatiser les différentes plateformes. Tu vois, nous on l'a en interne, on est en train de le bêta-tester, où tu rentres directement le brief du client et on va sortir la reco la plus optimisée entre de l'open web, entre de la CTV, home stream, in-stream, perf, pas perf, quel créa on va optimiser. On le fait aussi beaucoup en créa. Donc on fait des pré-tests créatifs automatisés aujourd'hui à grande échelle sur la plateforme. Donc ça c'est directement intégré sur Tids Ad Manager. Donc ça c'est une grosse avancée aussi là-dessus. D'amener de l'intelligence, d'utiliser ces outils-là pour être plus efficace, plus rapide et créer de la valeur pour les marques. Très bien, merci beaucoup Thibaut. Je te souhaite un très bon Cannes. Merci François, à bientôt. Et un nouvel invité depuis ici les Cannes Lions pour le talk vidéo The Media Leader Cannes, au M Gallery à la French Connection. Stéphane Xiberas, bonjour Stéphane. Bonjour. Directeur de création notamment chez BETC. Cette année, la France Creative Country of the Year, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a le petit drapeau, hein. Cocorico, comme on dit. Hier, au Havas Café, vous avez présenté lors d'un French Moment un peu ces créations totalement audacieuses avec cette French Touch qu'on reconnaît partout. Alors, on a revu des campagnes dont on était hyper fiers. Moi, je pense à celle d'Air France avec Benjamin Millepied qui était incroyable. D'ailleurs, je crois que c'est un de tes bébés. C'est quoi la French Touch pour toi ? C'est un esprit qui est assez particulier que vous ne retrouvez pas chez les anglo-saxons, qui est une forme d'insolence. On a montré par exemple hier l'excellente campagne avec Jamel pour Burger King. Ouais. Très difficile d'imaginer qu'aux US, on rit d'un handicap de cette façon-là pour vendre un sandwich à la viande. Donc c'est ce que nous on a appelé la coquinerie, donc cette forme d'insolence un peu sympa. Il y a évidemment une forme de chic et de craft qui nous est propre. Voilà, tu parles de très poétique. Mercedes Serra parlait de poésie, qui était quand même cette spécificité française que personne n'a en fait. Tout à fait, qui est une forme qui est une forme assez littéraire en fait, puisqu'on a une langue qui met du temps à se développer avec les mots, là où l'anglais est beaucoup plus rapide. En fait, l'anglais américain est beaucoup plus rapide et condensé. Donc c'est un peu tout ça, cette French Touch, et on l'aime bien, et elle continue à être vivante avec des campagnes comme Le Loup d'Intermarché, où aussi il y a une forme de poésie assez touchante. Ouais, on a vu des campagnes, notamment, j'ai aimé la dernière de Lacoste, je crois, qui n'est pas sortie, en fait, avec Novak Djokovic, avec ce côté Amélie Poulain. On suit une fille qui a un peu ses airs d'Amélie Poulain. Est-ce que finalement, notamment à Cannes, où on est un peu aux États-Unis, pour être honnête, on est en France, mais on est un peu aux US, quand on se balade dans la rue et qu'on voit un peu les créations, c'est un peu les Américains qui écrasent tout. Est-ce que la France est victime ou c'est plutôt un avantage d'avoir cette vision américaine où les Américains, ils voient Emily in Paris, ils voient Amélie Poulain. Quand on se balade au Amazon Port, apparemment ils ont voulu recréer un village français, c'est très bien fait, mais ça nous fait un peu rire. Tout ça, est-ce que la France doit en jouer ? Je crois que moi j'ai connu une époque où la France était extrêmement complexée par rapport aux US et par rapport aux Britanniques aussi dans la pub. On gagnait rien, on se faisait rouler dessus. On aimait bien se plaindre. Et on adorait se plaindre évidemment, sinon ça marche pas. Et que c'était de la triche, qu'ils trichaient, etc. Et puis on en est revenu, il y a eu plein de choses qui se sont passées en France dans la pub. On en est revenu
Je pense qu'on est décomplexé et ils font pas mieux que nous en vrai. La grosse différence, c'est les marques en fait, et c'est le scale qu'ils peuvent y mettre. Là où nous on met 10, eux ils mettent 1000. Je parle d'argent. Donc ça change. Mais comme disaient certains, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, c'est ça Oui, oui. Ça tient toujours ça dans la créa. Je pense qu'on n'a absolument pas à rougir. On a d'excellents créatifs, aussi bons qu'aux US, aussi bons qu'à Londres. Ça, il n'y a aucun problème. Je te dis une fois de plus, c'est le scale en fait. On n'a pas toujours la possibilité, les médias, les marques assez puissantes pour imposer des idées, toutes bonnes qu'elles soient. Et puis il y a par exemple Nespresso, où là on a associé les deux. On a pris George Clooney, qui est des plus grands acteurs américains, qui est quand même iconique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des grandes stars qui sont des stars de la pub, il n'y en a quasi plus en fait maintenant, parce qu'ils veulent plus prendre de risques en fait avec les réseaux sociaux ou ça. Et cette marque Nespresso a réussi à associer avec Camille Cotin, qui est une grande star française, très française. Il n'y a pas plus française que Camille Cotin. Ça, c'est aussi un truc intéressant où on arrive aussi à réunir ces mondes. C'est marrant que tu parles de Nespresso, puisque un type comme Clooney, par exemple, il est vu presque comme un Européen en fait pour les Américains. En France, je crois, d'ailleurs. Et il a un style, c'est Cary Grant en fait. Donc il a ce côté européen. C'est pas un hasard s'ils ont pas pris Brad Pitt. Ils ont pris un Américain qui est très européen et qui incarne une forme de chic. Qu'ils n'ont pas toujours, hein, on va pas se mentir, et c'est pour ça qu'ils ont choisi ce gars-là. Ça, c'est un cas d'école, Nespresso, à ce titre. BETC, déjà un gold pour l'instant, hein, peut-être d'autres. C'est sur quelle campagne? Tu peux nous dire, et est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu t'y attendais? Alors, on ne s'attend jamais à gagner du gold. C'est tellement inatteignable. Même ton intuition avec ton expérience. Non, c'est difficile à lire. C'est difficile à lire. Et puis à un moment, il y a des. Donc, le gold en question, c'est pour un truc qui s'appelle Trojan Fax. On envoyait des fax dans les mairies parce que c'est la seule façon de se faire remarquer. Parce qu'envoyer des mails, ça se voit plus. Mais envoyer un fax, voilà, ça s'entend et ça se remarque. Et ça prend du gold, en effet. Mais non, je ne pouvais pas imaginer qu'on gagne du gold là-dessus. C'est très difficile à lire, c'est très difficile à obtenir. Et puis, ça dépend aussi des dynamiques de groupe dans les jurys, où tout d'un coup, il y a des gens qui vont s'emballer pour une idée, parce que là, j'imagine que les discussions ont été autour de « Ah, dans ce monde de l'IA, revenir au fax, peut-être que je ferai un truc avec le Minitel l'année prochaine, ça c'est pas mal, il faut que j'y pense. » Donc voilà, c'est difficile à prévoir parce que ça reste des humains, en fait, même s'il y a beaucoup de maths à Cannes, ça reste des humains qui peuvent s'enthousiasmer pour des idées. Il n'y a pas de grille de lecture mathématique, comme dans d'autres prix, par exemple. Il y en a, mais il peut arriver qu'il y ait des jurys assez courageux et des présidents qui imposent un truc qui n'est pas la grande marque, qui n'est pas Heinz, Heineken, Coca, McDo. Et pour terminer, je parlais avec les patrons de romance qui disaient le loup d'Intermarché qui a fait le buzz, t'en parlais à l'instant, aucune chance qu'il ait un Cannes, qu'il ait un Lion, parce que ça rentre pas dans les grilles, etc. C'est dommage aussi, parce que d'un côté, tu as un énorme succès avec un plan média qui a été incroyable, je crois des milliards et des milliards de vues sur YouTube. D'ailleurs, Intermarché a été eux-mêmes étonnés, l'annonceur était étonné. Mais par contre, ça rentre pas dans le pattern de Cannes. Ouais, je sais. Après, moi, je suis pas à la place des jurys. Moi, je leur ai donné volontiers quelque chose à titre personnel. Mais bon, moi, je suis un peu abonné aussi à ces trucs-là parce que nous, on fait BETC, mon agence, on fait des très grandes campagnes populaires. Les Evian, les Air France dont tu parles, des films de voitures, les Canals. Et c'est pas toujours récompensé ici parce que peut-être c'est un peu trop académique, peut-être c'est un peu trop traditionnel, mais bon... Un peu trop américain, peut-être. Peut-être trop américain, on ne sait pas. Mais en effet, je suis d'accord avec toi, c'est complètement dommage qu'un grand succès populaire mondial comme le loup d'Intermarché soit pas récompensé ici. Très bien, merci beaucoup Stéphane. On croise les doigts pour la France au global, pas seulement pour BETC, hein, parce que évidemment, quand une des agences françaises gagne, c'est toute la France, on peut dire. Absolument. Et puis, très bon Cannes à toi et bon courage. Merci.